Marque-Page, votre magazine littéraire mensuel animé sur RAM 05 par Marie-Renaud Vermund. Et aujourd'hui, j'accueille Martine Biard. Bonjour Martine Biard. Bonjour Marie, bonjour chers auditeurs. Vous êtes enseignante, poète, romancière et historienne. Plusieurs de vos ouvrages ont été couronnés par des prix littéraires, l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, l'Académie René Vivien entre autres. Vous vivez en Occitanie. Vous êtes natif de Toulouse et vous vivez aux portes de la petite Camargue. Et dès votre enfance, vous avez été baigné dans deux mondes culturels, l'occitan et le catalan. Alors j'aimerais que vous nous disiez comment ces deux mondes ont marqué votre parcours littéraire. Quelle influence ont-ils pu exercer sur vous ? Alors l'Occitanie, c'est surtout pour moi le sud-ouest. C'est-à-dire ça va commencer avec cette approche à la fois de la musique, parce que j'ai été biberonnée à Vivaldi quand j'étais petite. Ensuite, c'est l'histoire aussi, parce que j'ai eu la chance d'avoir une nounou qui était assez originale dans la mesure où elle descendait de la marquise de Sévigné et des Montmorency. Donc il y a cette histoire-là très liée finalement à l'Occitanie, mais aussi à l'Ancien Régime, à la littérature aussi, bien sûr. Bien sûr, oui, Madame de Sévigné, oui. Aussi à s'exprimer par les lettres. À ce côté un petit peu rebelle aussi des Montmorency par rapport au pouvoir, par rapport à la hiérarchie. Très jeune, vous avez baigné dans cet univers artistique et vous avez commencé aussi à écrire très jeune, dès l'âge de 12 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire si tôt et comment, est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce rapport intime à l'écriture ? Est-ce qu'il y a vous avez eu des rencontres déterminantes qui vous ont éclairé sur cette possibilité ? Non, par contre, il y a un écart intergénérationnel très grand dans ma famille entre moi qui était la plus petite des petites filles et des petits enfants, et puis mes grands-parents qui étaient du siècle d'avant, c'est-à-dire de la fin du 19e siècle. Et ensuite, il y a aussi le fait que j'ai perdu ma grand-mère paternelle très jeune, puisqu'elle n'avait que 60 ans et qu'elle est décédée d'un arrêt cardiaque. Donc ça a été une mort brutale, mais qui faisait que je ne l'ai jamais connue, mais que j'ai quand même vécu dans son souvenir. Et je pense que l'idée même d'écrire arrive avec l'idée de conserver la présence de mes proches finalement, et les souvenirs qui vont avec, le plus tôt possible, parce que je sais que finalement ces personnes, je vais les perdre, pas parce que on est dans un univers dangereux, mais parce que il y a ce décalage d'âge. C'est-à-dire je vis avec des gens qui sont assez âgés et donc dont la durée de vie finalement est incertaine. Et donc je pense que ça vient de là, cette approche, une écriture conservatrice. Oui, mémorielle peut-être. Oui, voilà, exactement. Donc je commence un journal finalement très tôt, oui, à l'âge de 12 ans, et puis ça va durer pendant au moins 10 ans. Donc c'est quand même des années importantes dans ma vie. Donc vous dites une écriture conservatrice, j'ajoute mémorielle, et c'est peut-être aussi ce qui vous a conduit à avoir un parcours universitaire en histoire, parce que vous êtes historienne, et on peut noter dans votre travail un intérêt particulier pour l'histoire des femmes en Occitanie. Vous avez évoqué tout à l'heure la difficulté pour les femmes d'écrire, de trouver du temps à la création, et votre ouvrage Féminité du Sud en témoigne. Alors comment vous est venu cet intérêt pour ce sujet ? Alors l'intérêt pour le sujet, ça vient par mon appartenance toulousaine. C'est-à-dire on est dans une ville où on est encore dans la culture des troubadours, des Pinamores. C'est très prégnant. On a à l'hôtel de la César l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Tout à fait, donc vous êtes lauréate.
oui, mais enfin qui est une des plus anciennes d'Europe. C'est vrai. Et donc ça, comment dire, là aussi c'est une origine culturelle qui a beaucoup compté pour moi. Ensuite, je découvre assez rapidement aussi, par une rencontre qui est déterminante, j'en ai souvent parlé, d'Antoinette d'Arpuech, qui était une amie de René Nelly, la possibilité aussi de m'intéresser à des femmes du XIIe et XIIIe siècle qui ont été les premières en France à renouer avec la tradition des poétesses gréco-latines. Et qui ont commencé donc elles aussi à la faveur de l'autonomie qu'on leur laissait au niveau du pouvoir de décision, et puis aussi une certaine indépendance financière parce qu'elles appartenaient à la noblesse féodale, de s'exprimer personnellement. Et elles savaient lire et écrire parce que justement elles étaient catholiques, et que donc pour lire les chants, pour interpréter de la musique, pour lire aussi des prières, il fallait savoir être éduqué. Voilà, être éduqué. Donc et elle passe à une écriture beaucoup plus personnelle. Et c'est ce qui fait mon intérêt aussi pour ces femmes-là. Alors, on a parlé de votre ouvrage Féminité du Sud, et vous avez inséré dans cet ouvrage un magnifique poème, Concert pour dames. Alors peut-être voudriez-vous nous le lire? Concert pour dames. Femme de la terre et femme de vent, femme des clairières, femme dans la terre d'entre les morts, femme faite des arbres ruisseaux, femme des jours nouveaux et des ombres pures, femmes au fardeau déployés toutes ensemble, femmes christiques des matins de pluie, femmes exsangues des photographies, femmes dans les vagues de mes songes heureux, femmes parties trop loin, femmes des images passées à dévoiler les rêves, femmes uniformes au couteau d'argent, femmes sous la tente, aux bracelets d'argent qui teintent, femmes des cithars et des vases peints, femmes caméléons entourées de plaines et de cyprès, femmes à l'orée sauvage d'un instant de grâce accordée, femmes venues des sommets sur le tertre de l'enfance, je vous ai couronnée. Et chaque morsure du froid sur mes doigts, chaque baiser donné, chaque lueur dans vos yeux me renvoie à la femme, qu'en vous toutes, je suis. Alors maintenant, moi je voudrais vous lire un poème extrait des Sentinelles du désir, un poème empreint d'une spiritualité, cette spiritualité qui irrigue votre œuvre. Alors donc voici ce poème. Je suis au garde à vous devant l'Éternel, le ciel, le vent, la lutte et l'écho de ta voix. Plus rien de ce qui est n'existera. Au vent, la lutte, l'éphémère, le noroît. Plus rien. Et pourtant le ciel pour seul écho. Je suis au garde à vous devant l'Éternel, car ta voix n'est plus ma voix. Je reste la solitude des jours, la traque des vents funestes, la course. Et tandis que les saisons s'allongent, non que de saisons, ma vie se brise en catacombes. Les couloirs de la nuit me conduisent à la face du monde, au repos, à la dune de toutes choses, car je suis, en mon âme éperdue, le souffle et la tempête. Je propose cet extrait de ce poème qui est assez long. Oui. Et donc une réflexion métaphysique qui me semble-t-il fonde votre démarche créatrice. Alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cela, sur cette présence de cette réflexion dans votre œuvre? D'abord qu'elle s'ancre dans une éducation qui est catholique, qui est une immersion dans ce monde-là, mais ça n'aurait peut-être pas suffi s'il n'y avait pas eu à un moment donné une crise importante qui vient avec la découverte de Nietzsche et ce constat de Nietzsche que Dieu est mort. Et au lieu de lire ça en me disant d'en faire une lecture finalement sociologique ou politique, pour moi ça va être un constat bouleversant. Et je vais me dire, mais alors si Dieu est mort, c'est tout
ce en quoi je crois, tous mes paramètres qui sont en train de s'effondrer. Donc il va y avoir pendant 20 ans ce que j'ai appelé une mise en disponibilité métaphysique, en me disant, bon, finalement, si Dieu existe, il est capable aussi de se manifester. Donc je vais essayer d'attendre les manifestations et de me mettre en situation d'accueil. Et c'est passé, donc les réponses, je les ai eues, c'est passé par ce type de poème qui est finalement d'une inspiration qui me semble reliée à un autre monde, à un au-delà. Et puis ensuite, un livre qui s'appelle Les Embrasements, avec des aphorismes et des témoignages spirituels entre 1988 et 2008, qui va être publié en 2010 et qui est un ouvrage de spiritualité. Dans un monde où justement il y a beaucoup de gens qui s'interrogent et qui doutent ou qui ne croient plus. Alors vous nous proposez l'écoute du Sancta Maria Ora pro nobis, extrait des Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi. Alors, votre intérêt pour l'histoire nourrit votre écriture, on l'aura compris. Et Le sourire de l'intime, que vous avez publié récemment, est un recueil de poèmes qui guide le lecteur dans une visite d'Auschwitz. Et je propose de vous lire un poème extrait de ce recueil, Gamme pour la gamine de Bryczynska, un poème qui est extrait donc de ce recueil. Ô Ruth, toi la scintillante, toi le ruban blanc qui palpite sur la terre dans la voie veloutée des vieilles, qui alterne la vie et la course d'un ballon multicolore, lisse, à la peau nue de ta sandale. Ballon qui trempe dans l'hiver maintenant et rebondit comme la sonate qui s'échappe de ma fenêtre. Tu découles étoile sur la neige et j'en vois trop au firmament. Alors c'est une visite d'Auschwitz, mais une visite d'Auschwitz au XXIe siècle de quelqu'un qui a lu évidemment tout un tas de choses sur Auschwitz, qui est là dans le cadre d'un voyage d'études et qui arrive avec tout un tas d'a priori, d'images aussi. Et je m'aperçois en faisant cette visite d'Auschwitz qu'il faut réactualiser. Et c'est pour ça que je fais des photos. Et c'est pour ça aussi que je vais ensuite expliquer mon ressenti. Et c'est pour ça aussi que ça va être pour moi une gageure d'écrire sur ce lieu. Ce lieu qui pendant longtemps a été un petit village en Pologne, avec dans un milieu rural. Et c'est pour ça que j'imagine cette petite fille qui n'imagine pas du tout que ce lieu va devenir la métamorphose de ce lieu. Voilà, un des camps les plus sans doute marquants et les plus atroces pour la mémoire collective. Et après, la question aussi se pose des lieux de mémoire, c'est-à-dire en fait dans ces lieux-là, quelle est la mémoire que l'on va garder? Est-ce que c'est la mémoire de l'atrocité, de la barbarie, de l'ensauvagement, ou est-ce que c'est aussi la mémoire des gens qui ont vécu là pendant des siècles, dans finalement probablement une certaine sérénité et puis des habitudes de vie qui n'ont rien d'infernal, quoi. Voilà. Donc c'est sur ce plan-là que j'ai essayé de resituer aussi les gens qui sont passés par là et qui sont passés par là aussi sur plusieurs générations. Peut-être fallait-il aussi leur donner un peu la parole. Oui, c'est donner la parole au lieu tel qu'il a pu être au fil des siècles finalement, dans son histoire. Et puis il y a toutes ces âmes aussi qui sont présentes là et qui n'avaient sans doute jamais imaginé que la déconstruction de tout ce qui faisait leur repère conduirait à cette espèce d'enfer sur Terre. Alors, vous proposez d'écouter With Drooping Wings, un extrait de Didon aîné d'Henri Purcell.
Vous êtes sur RAM 05, à l'écoute de Marque-Page, votre magazine littéraire mensuel, et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Martine Biard. Martine Biard, vous écrivez, mais pas seulement, vous vous investissez aussi dans l'action culturelle, à Lunel, où vous vivez, à Montpellier, au Gazette Café, au sein de l'Académie René Vivien, dont vous êtes membre et lauréate, pour votre recueil Les Corridors de l'Implacable. Alors j'aimerais que vous nous parliez des différentes actions que vous avez initiées, mais avant que vous me répondiez, je propose à nos auditeurs la lecture d'un poème extrait de ce recueil qui a été primé en 2020. Espèce qui se renouvelle et se cherche au passé, comme on passe au tamis les mots du poète, à l'éprouvette, laissant ramasser, consistant, au risque d'en devenir infertile, car depuis Sarah à la troublante, la rouge, à l'oxymore de la création, sur nous tous pèse l'innombrable constat, la pierre posée là. Alors, les corridors implacables, ça arrive à un moment où, au XXIe siècle, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de choses auxquelles on n'avait pas pensé, mais qui, tout d'un coup, apportent l'horreur dans notre quotidien. Alors, ça peut être la guerre, ça peut être les attentats terroristes, ça peut être une vague de suicides, ça peut être des accidents qui sont particulièrement traumatisants, des crashs d'avion par exemple, mais aussi des catastrophes naturelles avec lesquelles on est en direct parce que justement les médias se sont multipliés. Et donc c'est une violence qui revient dans le monde, mais qui revient dans le monde et dans notre quotidien, je dirais d'une façon très déstabilisante. Et par rapport à tout ça, la création en est bousculée parce que on est à la fois happé par ça, traumatisé, et en même temps, il y a dans tous ces événements des sources de réflexion qui déclenchent l'inspiration. Et là, le problème se pose justement de la transmission de ces fulgurances. Alors, quand on a du temps et de la disponibilité, eh bien, on arrive à mettre en forme cette inspiration, mais ce n'est pas toujours le cas, et en particulier pour les femmes qui sont très sollicitées, non pas qu'on ne leur reconnaisse pas une valeur, non pas qu'on ne leur laisse plus la parole, mais parce que justement, elles ont plusieurs rôles à jouer en même temps dans leur quotidien, et donc cela entraîne évidemment une autocensure. Et par rapport à ça, justement, j'avais l'intention, moi, dans les corridors implacables, de vous lire un poème qui avait été écrit à la suite d'une confidence d'une de mes trouvailleries, justement, qui était proche du burn-out et qui, en même temps, ne trouvait plus, justement, dans ce trop-plein, le temps de s'exprimer. L'être ininterrompu. La haine est passée au tamis des mots inachevés. Et toi, tu dors sur des ruines, fidèle à ton souvenir. Dans ce chaos, tu sers l'aurore en des offrandes de lumière. Au-delà, un ouragan d'incertitude et les promesses honnêtes du futur. Pourtant règne, interminable dans la plaine, l'onde des habitudes, qui interpelle. Un présent de petites choses qui osent pousser, striduler, s'écarter quand tu passes, t'interpeller même informe, et encore. Tu es dans cet enfer des mots très usés, au brio insaisissable et vivant. Il te coûte d'y rester insensible. Il t'est impossible de te dire magicienne somnambule. Et te voici à traquer le plus imperceptible mouvement, à te demander s'il faudra sortir le couteau, la bouteille ou le chapeau. Car il ne reste nulle trace jamais sur le chemin et tu t'es résigné à ne plus te battre, à errer, comme ces vieux à marée basse qui se nourrissent de coquilles polies et lisses si peu charnues, de quelques sel, et subsistent de sable et d'eau seulement.
Et nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Il me reste bien sûr à vous remercier, Martine Biard. Mais avant de nous quitter, pouvez-vous nous indiquer rapidement aux auditeurs où trouver vos ouvrages et si vous avez des annonces d'événements à communiquer? Alors, pour les annonces d'événements, étant donné que j'appartiens à l'Académie René Vivien, je peux déjà vous annoncer les 4 saisons de l'Académie René Vivien en Occitanie dont j'ai reçu la délégation. La première de ces manifestations aura lieu au mois de juin au Gazette Café à Montpellier de 15 à 16 heures. En présence donc de la présidente de l'Académie René Vivien, Marie Vermont-Reynaud, et d'Imogène Bright, qui est la petite nièce de René Vivien, qui viendra donc nous parler de la biographie de René Vivien, et tandis que Marie nous parlera plus précisément de l'Académie René Vivien dont elle est cofondatrice et évidemment du prix René Vivien qui est maintenu aujourd'hui. Et puis, je voudrais également donner un autre rendez-vous au Gazette Café puisque nous avons déjà la date pour septembre 2022, le 24, toujours de 15 à 16 heures. Cette fois-ci en présence de Nelly Sanchez qui nous parlera de la correspondance entre René Vivien et Jean-Charles Brun. Et toujours en présence d'Imogen Bright, qui parlera plus précisément des relations de sa grande-tante avec le Félibrige, de son engagement poétique. Et Marie Vermont viendra nous parler aussi du goût pour les voyages et pour la littérature de René Vivien. Donc une femme assez d'avant-garde, cette René Vivien. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et puis, alors ensuite... Nous allons devoir rendre l'antenne, Martine Biard. Quant à moi, je vous retrouve dans un mois avec une nouvelle invitée. Donc à très bientôt sur RAM 05. Merci pour votre accueil et bonne lecture. Merci, à bientôt, Martine. Peut-être. Au revoir. Au revoir.